Bienvenue aux actualités TVCO. Au sommaire, cette semaine, des nouvelles stratégies sont utilisées pour acquérir des propriétés dans Charlevoix. Vital Lévesque ferme le sentier Gabriel-Leroy à Petite-Rivière. Des consultations à venir sur un futur centre de recherche sur la ruralité à Baie-Saint-Paul. Beaucoup de plaisir durant la relâche à la CEPAC. Le Club d'astronomie de Charlevoix vous propose de découvrir les astéroïdes troyens. Et enfin, rencontre avec la poétesse de l'île aux Coudres, Alicia Dufour. Une lettre mystérieuse, une démarche inédite, des nouvelles stratégies sont utilisées pour trouver des résidences à vendre dans Charlevoix et Lydia Duchesne s'est entretenue avec des intervenants du milieu. C'est l'histoire d'une mystérieuse lettre rédigée à la main, reçue par la poste et adressée spécifiquement à l'attention du propriétaire de la maison. L'auteur, qui dit être intéressé à acquérir une résidence de tourisme dans la région, laisse ses coordonnées dans l'espoir d'un rappel. Sur la boîte vocale, il est question d'une entreprise d'investissement en immobilier non résidentiel. Cette démarche inusitée nous a donc amenés à questionner des professionnels de l'immobilier dans la région. Au niveau des investisseurs, c'est plus rare. Là, vraiment, là, on voit plus des gens qui vont se faire représenter par des courtiers. Puis là, ça va être le travail du courtier. Et d'ailleurs, le marché a changé beaucoup là, par rapport à ça. C'est qu'il y a beaucoup plus de courtiers qui représentent les acheteurs maintenant. Ça peut être une stratégie qui fait en sorte qu'ils vont prendre par les sentiments les vendeurs, là. Du côté de l'investisseur Stéphane Bouchard, le même étonnement se fait sentir. J'avoue que celui-là est assez particulier parce qu'il reproduit une demande qui peut être légitime de quelqu'un qui a un coup de cœur sur un immeuble, mais quand on creuse un petit peu, on s'aperçoit que c'est pas ça du tout. Bien, ça m'arrive souvent déjà pour des immeubles que j'ai de recevoir, mais par des agents d'immeubles, des lettres en disant « nous sommes à la recherche d'immeubles » et tout ça. Mais ça, c'est plus légitime, tandis que la démarche qui était là était clairement cachée. Le marché étant complètement saturé depuis 2 ans, les acheteurs doivent adopter de nouvelles stratégies. Je pense que les acheteurs tentent de faire, c'est de se distinguer parce que, justement, la surchauffe immobilière a fait que c'était plus dur d'acquérir une maison. Donc, ils vont avec des lettres de présentation puis ils essayent de créer des liens avec le vendeur, là, finalement. L'année passée, à pareille date, si j'avais peur, si une maison était que je voulais, qui était en vente, j'avais peur si j'avais pas appelé dans les 24 heures, que c'était complètement foutu. Une chose est certaine, si vous désirez faire l'acquisition d'une résidence, mieux vaut être bien préparé et bien accompagné. Vital Lévesque annonce qu'il ferme le sentier Gabriel-Leroy à Petite-Rivière-Saint-François en représailles à ce qu'il considère comme une action injustifiée dans le dossier du Géolagon. Commentaires et réactions de Vital Lévesque et du préfet de la MRC de Charlevoix, Pierre Tremblay. C'est carrément des représailles parce que, écoutez, le projet de Géolagon, ça affecte mes intérêts financiers parce que c'est moi qui détiens une créance très importante là-dessus. Donc, ce projet-là, bien, je pense qu'il est innovateur et quand je vois que cette discrimination, ils ont carrément ciblé ce territoire-là. En fait, ça affecte mes terres, des terres d'autres propriétaires à Petite-Rivière, la famille Savard, qui est peut-être 40 millions de pieds sur le bord de la route 138. Mais principalement, c'est Géolagon. Ça m'a choqué, ça. Comment vous expliquez la position des autorités là-dessus?
Écoutez, c'est Mme Simard, l'ancienne préfète, l'avait carrément déclaré qu'elle était contre Géolagon. Et le projet apporté, je trouve ça abusif, après plusieurs mois qu'on décide à faire un moratoire. Il savait de part et d'autre qu'il y avait un nouveau projet là. Ça fait peut-être presque un an que c'est en gestation, ce projet-là. Donc, unilatéralement, sans aucun avertissement, à l'ordre du jour, il décide, alors que la municipalité de Petite-Rivière, le conseil municipal que j'ai rencontré, est entièrement d'accord avec ce projet-là. Donc, c'est un geste complètement abusif et discriminatoire envers ce projet-là, très ciblé. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire n'importe quoi dans le développement dans la région? Non, je pense que, écoutez, il n'y a pas de terres agricoles dans ces terres-là. C'est des terres de roches. Et dans cette partie-là, on ne peut pas faire le zonage. Déjà, le zonage est très, très sélectif. En 2015, ils ont fait un zonage sur le bord de la route 138. Ils limitent la propriété, la construction à 100 mètres de chaque bord de la route 138. C'était déjà très coercitif, ce zonage-là, en 2015. Et là, ils viennent le cibler carrément pour un projet clairement identifié. Mais qu'est-ce que vous pensez de faire des consultations pour qu'on réfléchisse sur comment on développe notre région? Puis vous êtes un important propriétaire foncier dans la région. Qu'est-ce que vous pensez de ça, qu'on mène des consultations puis qu'on dise, un instant, là, avant de développer plus avant, on va réfléchir à notre schéma d'aménagement. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Bien, premièrement, le facteur temps, il aurait dû se décider bien avant ça. Là, ça paraît comme du rattrapage. D'une façon très précise, on cible un projet. Comprenez-vous? C'est ça, il aurait dû le faire il y a plusieurs mois, cette consultation-là. Il est déjà zoné, ce territoire-là. Il était pour le cannabis il y a 5 ans, puis là, l'assemblage est fait pour un autre projet très innovateur. C'est sûr que ça choque des gens, les propriétaires d'auberges, mais il y avait juste à se décider avant. Il arrive à la dernière minute pour cibler un projet qui me paraît innovateur. Et qu'est-ce qu'il faudra faire pour espérer une réouverture du sentier Gabriel-Roy? Écoutez, je pense que je suis parlable et dans l'Est, j'ai eu des problèmes. J'ai été obligé de prendre des procédures. Et dans le dossier du motoneige, ça m'a coûté beaucoup d'argent et beaucoup d'énergie. Et j'espère pas, dans cette MRC-là, avoir à faire ça. C'est de s'asseoir à une table pour dire c'est quoi qu'on veut, puis d'écouter les gens. Puis de ne pas faire ça d'une façon ciblée et inopportune. En fait, il faut bien comprendre que le moratoire, là, le RCI, comporte pour 4 municipalités d'abord. On n'a pas visé de projet particulier, on n'a pas visé de zone particulière à l'intérieur de la zone forestière. Ça, c'est important. Je trouve ça désolant que les gens utilisent toujours un peu... Oui, c'est vrai que c'est le côté privé, c'est un terrain privé. Mais c'est désolant quand même parce que c'est un sentier qui était très visité, très approprié aussi pour la marche et puis le sentier pédestre. Mais il ne faut pas oublier que la décision qu'on a prise à la MRC, c'était surtout pour une consultation. Et puis on est encore plus confortable dans cette décision-là par rapport à la consultation zone forestière. Et puis on va continuer parce que, justement, même on pense à l'élargir au niveau de la zone de villégiature. Oui, justement, il y a des pressions pour que cette consultation-là porte plus largement sur quel est le développement que nous voulons dans notre région. Est-ce que vous croyez que la MRC va aller jusque-là? En fait, mercredi qui vient de passer, on est ouvert à ce que cette consultation-là puisse s'ouvrir plus largement. Qu'est-ce qu'on veut comme citoyen ou qu'est-ce qu'on veut comme entreprise, qu'est-ce qu'on veut comme touriste dans notre MRC de Charlevoix? Il faut quand même comprendre que la révision du schéma d'aménagement, on est là depuis 2020. Alors, on est encore en processus. Mais je l'ai déjà dit, puis je le redis, c'est vrai que le Géolagon, ça a été la bougie d'allumage qui a apporté la réflexion. Mais effectivement, c'est une réflexion qui existe depuis 2020. Le promoteur nous dit qu'il est prêt à s'asseoir avec vous pour discuter de l'avenir du sentier Gabriel-Roy, qui est situé sur ses terres à lui. Est-ce que vous êtes prêt à vous asseoir avec le promoteur pour en discuter? En fait, on est prêt, on est toujours ouvert à échanger avec les propriétaires de ces sentiers-là, en fait, parce que c'est des droits de passage. Alors, on est toujours disposé à recevoir les revendications ou les besoins de chacun des propriétaires. Le directeur général de l'INRS, Luc-Alain Giraldeau,
nous présente les consultations à venir sur le futur centre de recherche sur la ruralité qui sera situé à Baie-Saint-Paul. Alors, bonjour, Monsieur Luc-Alain Giraldo. Vous êtes directeur général de l'Institut national de recherche scientifique, mieux connu sous le petit nom INRS. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Bien, merci de l'invitation. Ça me fait plaisir d'être là. Donc, on parle aujourd'hui du projet de centre de recherche sur la ruralité qui a déjà été annoncé là, et lancé au printemps 2022, si je ne me trompe pas. On parlait alors plus d'une étude de faisabilité en Charlevoix. Où on en est là, dans la démarche? Est-ce qu'on est certain que ça va se passer ici maintenant? Bon, on est certain que c'est dans Charlevoix. On est encore à l'étude pour savoir où dans Charlevoix, mais c'est certainement dans Charlevoix. Mais en ce moment, on n'est pas dans le processus d'établir le centre ou de le créer. On est dans le processus de suivre le mandat que le gouvernement nous a lancé de faire une étude d'opportunité pour un centre sur les ruralités qui serait localisé dans Charlevoix. Alors, on espère que notre document saura convaincre le gouvernement de délier les cordons de la bourse et d'aider l'INRS à créer ce 5e centre, mais ça, c'est à faire. Alors, on est en ce moment dans le processus de monter le dossier le plus convaincant possible pour l'établissement d'un centre de recherche de l'INRS sur les ruralités implantées dans Charlevoix. La consultation fait partie de ce processus-là. Il y a plusieurs consultations qui sont prévues sous différentes formes. C'est qui les entités ou les personnes que vous souhaitez rencontrer à travers ça? On veut rencontrer plusieurs intervenants du milieu des ruralités. Vous savez, le mandat, la mission particulière qui a été confiée à l'INRS à sa création il y a 50 ans, c'est de se saisir d'enjeux stratégiques pour le Québec et de se concentrer sa recherche et sa formation sur ces enjeux-là. Ça fait 50 ans qu'on fonctionne avec les mêmes enjeux. On veut s'en donner un nouvel enjeu, qui est les ruralités. Donc, un enjeu qui n'avait jamais vraiment été abordé avant, ça se peut-tu? Pas de façon aussi claire et pérenne. Il y a des chaires de recherche sur certains éléments de la ruralité ou du développement régional. Il y a des groupes de recherche qui sont formés, mais ces groupes de recherche ont un financement qui dure 5 ans, des fois il est renouvelé. Donc, il n'y a rien de vraiment pérenne. Ce que nous, on propose, c'est de se donner une structure durable, dont le mandat est justement de faire de la recherche et de la formation sur les enjeux de la ruralité. Et notre consultation en ce moment, ça peut être la Fédération des municipalités, l'Union des municipalités, l'UPA, les préfets, des gens ordinaires, des agriculteurs, des scientifiques, des chercheurs. En fait, on consulte pour savoir quels sont ces enjeux émergents dont on devrait se saisir à l'INRS pour les années à venir avec ce centre-là. Fait que ça, c'est la nature de la consultation qu'on est en train de mener pour pouvoir les inclure dans ce document de projet qu'on soumettrait au ministère de l'Enseignement supérieur. Il y a un prochain rendez-vous qui est le grand rendez-vous là, qui aura lieu le 22-23 mars au Germain-Charlevoix. Cette rencontre-là, elle vise à rencontrer justement les citoyens, un peu monsieur, madame, tout le monde qui est sur le territoire. Bien, il y a eu des invitations qui ont été lancées à plusieurs. Donc, on a près de 200 participants à cette rencontre-là de tous les milieux. Donc, on a évidemment des maires, des préfets, on a des représentants de l'Union des municipalités, de la Fédération des municipalités, de l'UPA, on a des représentants des universités, des groupes de recherche, on a des représentants du milieu autochtone, on a des représentants du milieu agricole, du milieu minier, du milieu forestier, du milieu marin aussi. Donc, on a des représentants d'à peu près toutes les différentes facettes des gens en santé. Je pense que c'est important que le Québec se dote d'une infrastructure de recherche qui est multidisciplinaire, ça fonctionne comme ça, l'INRS, mais qui se préoccupe des enjeux qui sont particuliers aux milieux ruraux du Québec. Et les enjeux sont souvent les mêmes. Il y a des enjeux de santé mentale dans les milieux urbains. Il y en a aussi dans les milieux ruraux. Ce n'est pas les mêmes. Il y a des problèmes d'itinérance dans les deux, mais ce n'est pas les mêmes. Il y a des problèmes d'assainissement des eaux dans un milieu urbain. Les solutions ne sont pas applicables aux milieux ruraux. Donc, il faut penser
ces enjeux-là, que ce soit l'assainissement des eaux, la gestion des déchets, que ce soit le tourisme ou que ce soit la santé durable, la santé des agriculteurs ou des mineurs, tout ça a besoin d'être pensé et développé dans un contexte rural pour les milieux ruraux. Oui, tout à fait. C'est l'objectif qui est poursuivi. On a quand même assisté à une gentrification des régions depuis la pandémie. Il y a beaucoup de gens de la ville qui viennent s'installer ici à temps plein ou à temps partiel. Pensez-vous que ça va avoir un impact sur les enjeux qui sont à étudier, justement? Je pense que oui. Je pense que ça contribue à changer la nature même des rapports sociaux entre les milieux urbains et les milieux ruraux. Mais c'est aussi en train de décloisonner puis de rendre le milieu rural, la perception du milieu rural très différente. Je pense que pendant la pandémie, les gens ont découvert qu'on pouvait vivre très, très bien dans le milieu rural. Les urbains ont découvert ça. Les gens qui vivent les ruralités sont au courant, eux autres, mais les urbains ont finalement découvert ça. Et ça peut changer, évidemment, l'Internet, le travail à distance, éventuellement les transports en commun, si on pouvait se doter d'infrastructures de transport adéquates pour le Québec. Tout ça va venir changer un peu le rapport et le visage des ruralités. Puis ce sera le travail des chercheurs d'un centre ruralité de pouvoir réfléchir à ça, penser à ça. Pour terminer, quelles seraient les retombées bénéfiques pour la région d'accueillir le centre ici? Il y a des retombées immédiates qui est d'avoir l'installation, je ne sais pas moi, d'une quinzaine de professeurs, donc avec leur famille, dans le milieu de Charlevoix, l'attrait d'étudiantes et d'étudiants, dont plusieurs vont venir de l'international pour étudier, parce que la ruralité, ça existe partout. Hein? Il y a une ruralité européenne, il y a une ruralité asiatique. Il y a une ruralité différente aussi de la nôtre. Oui, absolument. Et tout ça, ça fait partie de ce qu'on veut étudier. Donc, on n'est pas là pour étudier la ruralité de Charlevoix, mais on est à Charlevoix pour étudier la ruralité. Et je pense que l'impact d'attirer des étudiants, d'attirer des professeurs, des postdocs, ça va avoir un impact immédiat sur l'ensemble du territoire de Charlevoix, les cultures, la part de richesse aussi et de diversité. Et c'est je m'excuserai du terme, mais c'est considéré comme un désert universitaire. Il n'y a pas d'établissement universitaire comme tel d'installé dans la région de Charlevoix. Il y a une antenne d'un cégep qui est à... Mais sinon, il n'y a rien. Donc, je pense que ça vient ajouter aussi tout un niveau d'activité culturelle, académique dans votre région. C'est une première sur plusieurs plans, en fait, hein? Je pense que oui. Je pense que oui. Bien, merci beaucoup, M. Giraldo. Et si jamais on veut suivre les développements par rapport à ce projet-là, est-ce qu'il y a un endroit où on peut s'informer? Bien, certainement, on a sur le site Internet de l'INRS, il y a un onglet qui informe sur le progrès dans ce projet de centre sur la ruralité. Bien, merci beaucoup, M. Giraldo. Bonne journée. Merci, au revoir. On apprenait cette semaine que la CEPAC venait d'acquérir un immeuble à Saint-Urbain pour loger ses travailleurs. C'est un investissement de 700 000 $. On en parle avec Simon Boivin et on profite de l'occasion pour faire le tour sur la programmation de la relâche scolaire. Bonjour, Simon Boivin. Bonjour, Mme Duchesne. Alors, on discute ensemble de petits sujets concernant la CEPAC, plus précisément au niveau des deux parcs qui sont sur le territoire charlevoisien, donc les Grands Jardins et les Hautes-Gorges. Commençons par parler de cette annonce qui a été faite il y a quelque temps déjà. La CEPAC est devenue propriétaire de l'ancienne résidence au Gré du Temps à Saint-Urbain. La CEPAC louait déjà l'établissement depuis quelque temps, je crois. Exact. En fait, on a une offre d'achat qui a été acceptée par la municipalité de Saint-Urbain. Il reste quelques détails, des vérifications diligentes à faire, mais effectivement, ça regarde bien. Et oui, c'est un bâtiment qu'on occupe depuis l'année dernière. En fait, on l'a loué l'année dernière et qui nous sert à héberger des employés. Vous le savez, c'est pas toujours facile avec la pénurie de main-d'œuvre d'attirer des gens. Et là, le fait de pouvoir offrir de l'hébergement, pour certaines personnes, ça les attire davantage, puis ça nous permet de les garder avec nous.
C'est une Donc, tactique de plus en plus utilisée dans la région aussi, ben, hein? qui Est-ce que le porte bâtiment sert à héberger des employés des 2 parcs? En fait, majoritairement du Parc national des Grands Jardins, là, on est à 17 km de la première entrée du parc. Oui. Ceci étant, il y avait l'année dernière là, au moins un employé là, du Parc national des Hautes-Gorges de la Rivière-Malbaie qui était logé là, dans une des 11 chambres accessibles là, à l'ancienne résidence pour personnes âgées. Et donc, c'est vraiment gagnant-gagnant parce que pour Oui. nous, ça nous permet d'avoir un endroit où loger nos employés. Puis de l'autre côté, pour la municipalité, ben, on occupe ce bâtiment-là. On sait qu'on va bien s'en occuper. Puis, Ça les on est près de soulage l'épicerie. quelque part d'un bâtiment de plus, là? Puis, tu sais, on est près de l'épicerie, on est près des guichets, donc on peut quand même, d'une certaine façon, contribuer là, au dynamisme de la communauté. Oui. Donc, c'est vraiment gagnant-gagnant. On est très optimiste là, quant au caractère C'est une bonne nouvelle. heureux de cette transaction-là. Oui. Exactement. Parlons maintenant de la relâche. C'est le temps des relâches scolaires au Québec. Du côté de Charlevoix, ça commence vendredi prochain, le 3 mars. On sait que les CEPAC organisent souvent des activités spéciales dans ce cadre-là. Qu'est-ce qui se passe du côté des parcs régionaux en Charlevoix? Ben, pendant la relâche, vous le savez, là, pour les parents, c'est souvent un casse-tête. On a beaucoup de journées Oui. à meubler, non seulement à trouver des activités, mais aussi à ce que ce soit abordable. Puis c'est là où les parcs nationaux deviennent une intéressante option pour les familles parce que, bon, vous le savez, là, c'est gratuit en tout temps pour les 17 ans et moins. Mais il y a aussi, dans le cadre là, d'une entente qu'il y a avec le gouvernement du Québec, des journées qui sont gratuites qui vont avoir lieu pendant la relâche. Donc, Il y en a les pendant 8 la relâche, mais il y en a sur toute l'année des journées gratuites. Est-ce que je me trompe? Ben, en fait, il y a une annonce qui a été faite juste avant Noël, là, un 24 journées gratuites pour l'hiver. Donc, OK. ça, c'est pendant la période d'hiver. Et il y a 2 de ces journées-là qui tombent les 8 et 9 mars. Donc, à ce moment-là, l'accès va être gratuit pour tout le monde. Et quand on parle, par exemple, du Parc national des Hautes-Gorges, là, on connaît la beauté de vos parcs dans la région de Charlevoix. Oui. Leur réputation n'est plus à faire, mais faire du vélo à pneus surdimensionnés, vous connaissez peut-être l'activité. Oui. Faire du vélo à pneus surdimensionnés sur la rivière Malbaie qui est gelée Dans entre les dans les Hautes-Gorges. gorges, C'est vraiment particulier. Oui. Mais on peut aussi faire de la belle randonnée pédestre. On peut faire du patin même sur la rivière Malbaie, là, tout près du barrage, près Oui. du centre de service des draveurs. Donc, on peut prendre la navette des neiges aussi pour se rendre dans le secteur de l'Équerre, aller voir les nouveaux sentiers, là, William Blake, qui donne un point de vue sur la rivière magnifique. Mhm. Donc, vraiment plusieurs activités. Puis de l'autre côté, au Parc national des Grands Jardins aussi, là, la randonnée en raquette, je vous dirais que c'est l'activité reine présentement. Une quarantaine de kilomètres de sentiers, notamment pour se rendre là, au sommet du mont du lac des Cygnes, qui donne une vue imprenable sur le cratère de Charlevoix. Oui. Donc vraiment des belles options pour sortir en famille, prendre l'air, ça fait du bien. Ça permet aux plus petits de sortir un peu de leur énergie. Puis aux plus grands aussi de prendre un bon grand bol d'air puis profiter des effets bénéfiques de la Tout à nature là, fait. sur notre santé physique Est-ce et mentale. qu'il y a des équipements qui sont disponibles en location aussi? On parle donc des vélos à roues surdimensionnées, qu'on appelle aussi les fat bikes. Exact. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de disponible aussi en location? Ben, des raquettes, par exemple, des crampons, c'est le genre de choses auxquelles les gens peuvent avoir accès. Quand on parlait de patins tout à l'heure au Parc national des Hautes-Gorges, Mhm. les gens, il faut qu'ils viennent avec leur propre patin parce qu'on n'en fait pas la location, mais il y a un anneau de glace sur la rivière. Donc, c'est le genre de matériel là, qu'on peut avoir accès, même aussi aux Hautes-Gorges. Il y a ce qu'on appelle du ski raquette, c'est des skis un peu plus petits, un peu plus Oui. larges, qui nous permettent aussi là, de se Faire un peu promener plus en de sentier. hors-piste. Exactement, Oui. exactement. Faire un peu plus de hors-piste, puis aller découvrir le territoire de cette façon-là, parce que Mhm. malgré la diversité des activités qui sont offertes, il demeure que dans les parcs nationaux, la grande vedette, c'est le décor, c'est le milieu naturel, c'est saisissant. Puis comme on vous disait un peu plus tôt dans Charlevoix, vous êtes choyé On en est termes de chanceux. paysage. Ouais. Vraiment, vraiment. C'est une belle occasion de s'initier finalement à des sports qu'on n'aurait peut-être pas fait sinon. Dites-moi, pour les journées gratuites, est-ce qu'on doit se réserver nos places? C'est l'idéal parce que, bon, il peut survenir qu'on atteint la capacité maximale d'accueil d'un parc national. Puis si on veut s'assurer qu'on va pouvoir avoir un accès, on peut se réserver en ligne un droit d'accès quotidien et ça nous assure de pouvoir entrer au moment où on veut se rendre dans le parc. Donc, on se rend en ligne au www.cpac.com et de cette façon-là, en réservant notre droit d'accès, on peut le faire jusqu'à 30 jours à l'avance. Mhm. Mais encore une fois, là, ça nous assure que on va pouvoir aller profiter de la journée qu'on espère vivre là, dans le parc de notre choix, là.
Parfait. Mais merci beaucoup, M. Boivin, puis on vous souhaite une bonne relâche scolaire. Ben merci pour l'invitation, puis je vous souhaite la même chose. Merci. Le Club d'astronomie de Charlevoix vous propose de découvrir le satellite Lucie qui rencontrera dans quelques semaines des astéroïdes vieux de 4,6 milliards d'années. Hugues Lacombe, président du Club d'astronomie de Charlevoix, prépare une conférence au sujet des astéroïdes troyens. Il faut comprendre que les astéroïdes dans le système solaire, ce sont des petits corps célestes qui ont été formés en même temps que le système solaire. Contrairement à la Terre, qui a le même âge que les astéroïdes, la Terre, elle a vieilli et on ne sait plus quelles étaient les conditions initiales de la création du système solaire. Alors que les astéroïdes sont demeurés des objets inchangés depuis 4,6 milliards d'années. Et donc, les astrophysiciens s'intéressent beaucoup à mieux connaître les astéroïdes pour mieux connaître les conditions initiales de la naissance de la Terre. Il faut comprendre que les astéroïdes troyens, qui sont sur la même orbite que Jupiter, sont en fait une sorte d'anomalie. La grande majorité des astéroïdes dans le système solaire sont situés dans ce qu'on appelle la ceinture principale d'astéroïdes, qui, elle, est située entre la planète Mars et la planète Jupiter. Au début du système solaire, il y a eu des déplacements importants des planètes, il y a eu beaucoup de brassage de camarades, si vous voulez. Et donc, il y a beaucoup d'astéroïdes qui ont été à la fois attirés vers le centre et d'autres qui ont été éjectés. Dans ce brasse-camarade-là, il y en a un certain nombre qui ont été attrapés, si vous voulez, par la gravitation de Jupiter, qui est la planète la plus massive du système solaire. Et c'est le propre de la mission Lucie, c'est la première mission qui va se rendre sur place, qui va survoler des astéroïdes troyens. Lucy, c'est le nom de cette sonde spatiale lancée en 2021 par la NASA et qui doit survoler les astéroïdes troyens jusqu'en 2033 afin de les étudier à l'aide de ces nombreux instruments familiers aux astrophysiciens. On a des spectromètres de masse qu'on appelle pour identifier quels sont les éléments qui sont présents. On fait de la spectrographie pour analyser la surface des objets, etc. Et ça va nous renseigner sur la composition des objets à l'origine du système solaire. L'être humain a toujours cherché à comprendre d'où il venait, comprendre son histoire. Et là, on parle de la connaissance de l'histoire de l'univers, littéralement. Et donc, c'est de la recherche scientifique. Du jour au lendemain, ça ne va pas nous changer nos vies, mais ça va améliorer nos connaissances d'où on vient. En fait, tous les investissements importants que l'on fait, c'est pas uniquement pour connaître les origines comme tel. Il n'y a pas une fixation sur les origines. Mais les origines en soi sont importantes parce que c'est le début, c'est la naissance, si vous voulez. C'est pareil comme la naissance d'une étoile. Pour bien comprendre comment une étoile va naître, vivre et mourir, on veut comprendre sa naissance. Si on veut comprendre comment est-ce que la Terre a été formée, il faut comprendre la naissance du système solaire. De la même façon, si on veut comprendre comment l'univers s'est formé, il faut comprendre la naissance, les origines. Les origines, c'est un élément d'un continuum de vie. Que ce soit la vie de l'univers, la vie du système solaire, la vie de la Terre ou la vie d'une étoile, notre Soleil. C'est une étape importante et en astrophysique, c'est une étape qui est assez mal connue dans tous les cas
pour la simple raison qu'on n'y était pas, et deux, les conditions ont changé avec le temps. Le club existe depuis 5 ans. C'est un club qui couvre tout le territoire de Charlevoix. On a des membres à partir de Lamalbaie jusqu'à Petite-Rivière, Saint-François. Le club se réunit une fois par mois. Il y a 2 activités principales pour les membres du club qui s'intéressent à l'astronomie. Une fois par mois, on a une conférence sur un thème d'astronomie et on présente le ciel du mois. Et l'autre activité pour les membres, c'est l'observation du ciel. Et donc, on se réunit, on essaie une fois par semaine, quand le ciel est dégagé, pour faire de l'observation du ciel. Maintenant, l'autre vocation du club, c'est de faire de la vulgarisation scientifique. Alors, on le fait de 2 façons, encore une fois, par le biais de conférences publiques et par le biais de soirées étoilées pour le public. On a lancé une campagne de levée de fonds sous la présidence de Jean-Yves Germain, des Hôtels Germain. Ça nous a permis d'amasser 27 000 $, qui est quand même une somme substantielle pour un petit club d'astronomie. Avec cet argent-là, le club va se procurer 2 équipements. D'abord, un télescope de 14 pouces et aussi une lunette astronomique de 120 mm. Ces 2 instruments-là vont être installés dans un observatoire. Alors, pour l'observatoire, le club n'a pas plus d'argent. Alors, on a discuté d'un partenariat avec la ville de Baie-Saint-Paul. Et la ville de Baie-Saint-Paul a accepté et elle a mis de l'argent dans son budget 2022 pour l'achat d'un observatoire municipal. L'observatoire, donc, va appartenir à la ville, l'équipement scientifique va appartenir au club et c'est le club qui va assurer l'animation de l'observatoire. Est-ce que l'on sait à quel endroit sera situé l'observatoire à Baie-Saint-Paul? Ça va être près du pavillon Saint-Laurent, dans le secteur du quai. Alors, la prochaine conférence, qui sera la première conférence publique de l'année 2023, c'est le 8 mars, 19h, à la bibliothèque René Richard, à Baie-Saint-Paul. Tout le monde est invité. Et je vais parler des astéroïdes troyens, qui sont sur la même orbite que la planète Jupiter, et de la mission Lucie, qui est en route pour aller étudier les astéroïdes troyens. Hugues Lacombe, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Lydia Duchesne s'est entretenue avec la poétesse de l'île aux Coudres, Alicia Dufour, finaliste au Grand Prix des libraires. En haut du cap, les chants arrivent essoufflés, sur les antennes fines des papillons de nuit. Une poussière holographique se faufile, se répand sous la peau. Des formes abstraites s'animent peu à peu, le lac, les ronces, les corps de pantins secs. Nos pères sont devenus vieillards. Ils dansent par accident au creux de nos paumes étonnées, presque heureux, sans savoir. Bonjour Alicia. Allô Lydia. Donc, tu viens de nous lire un superbe texte de ton dernier recueil de poésie qui s'appelle « Une flambée mes mains ». Qu'est-ce que ça veut dire, une flambée mes mains? Une flambée mes mains. C'était à la base un vers que j'avais écrit dans un cours d'université en 2019. Je me rappelle, je l'ai écrit, puis la prof qui l'a corrigé, elle m'a dit c'est un peu bizarre ce vers-là. C'est quoi les thèmes qui sont abordés dans ton recueil? Ouais, ben c'est ça, ils sont quand même contenus assez clairement dans mon titre, là. Une flambée, il y a l'idée de la fulgurance, l'idée du feu, l'idée de la transformation, puis les mains, il y a quand même l'idée du travail manuel, des origines plus ouvrières. Fait que ça, c'est des thèmes qui traversent là, mon recueil. Dans le fond, je porte un regard là, sur
mon ascendance, là, mes ancêtres qui étaient surtout bûcherons, graveurs, charpentiers, menuisiers, tout ça. Mais je parle aussi de ce que ces mains-là, finalement, sont capables de faire comme transformation. Dans quel monde on aspire à vivre, dans quel monde on peut vivre grâce à, finalement, cette volonté-là de travailler. Fait que oui, il y a ça. Puis il y a aussi toutes sortes de fantaisies à travers tout ça, là, des personnages plus grands que nature. Oui, tu as un univers riche de fantaisie, il faut le dire. La dernière année a été riche en récompenses pour ton travail artistique suite à la sortie de ce recueil-là. La critique a été très élogieuse. Tu as été finaliste de plusieurs prix. On parle du prix Excellence Art et Culture de la Capitale nationale, le prix de la poésie Radio-Canada. Tu es présentement finaliste au prix des libraires. Quel impact que ça a sur ta carrière, toutes ces récompenses-là? Ben, vite de même, ça fait beaucoup de demandes d'amitié Facebook puis d'invitations à faire. Donc, ça crée un réseau, forcément? Ça crée un réseau, ça crée des opportunités, ça, c'est sûr. Évidemment, le livre, il voyage. Je le vois de plus en plus, là, à être pris en photo sur Instagram dans toutes sortes de coins du Québec. Il y a des gens qui m'en parlent. Ils vont voir mon nom puis ils vont dire « Ah! C'est toi qui as écrit ça, il me semble, j'ai vu un livre. » Fait que ouais, c'est ça voyage bien. Puis je pense que, veux pas, tu sais, le fait d'avoir sa photo sur les réseaux sociaux puis dans les revues et tout, ça fait en sorte que les gens, ils enregistrent. Fait que je pense que ça va être encore à venir, tu sais, dans les prochains mois / années. Je pense que le livre, il va probablement continuer à se vendre puis continuer à faire jaser. Fait que oui, c'est directement relié, là. Vraiment. Oui. Je sais que tu travailles beaucoup à démocratiser la poésie. Il y a différents types de poésie. On connaît maintenant plus le slam, la chanson, qui sont peut-être plus accessibles. Quand on aborde un recueil comme le tien, que c'est la première fois, là, comment qu'on approche la poésie pour bien la saisir? C'est vraiment une bonne question. Moi, ce que j'aime, c'est d'avoir des personnages puis une histoire qui est quand même... qui revient, tu sais, du début, qui est retraçable du début jusqu'à la fin du recueil. Puis dans ce recueil-là, il y a ça. Il y a des personnages qui sont là du début jusqu'à la fin, puis il y a une histoire qui traverse quand même. Tu sais, même s'il y a des images, même si des fois c'est un peu plus difficile à comprendre, puis qu'il faut creuser un peu, on est capable de voir ces récurrences-là. Fait que moi, ma poésie, j'aime ça quand on la voit, comme si on lisait un livre d'histoire pour enfants, tu sais. Donc, on les lit dans l'ordre. Ben, on peut les lire dans l'ordre, oui. Ça n'empêche pas les gens de la lire, tu sais, d'ouvrir à la page 28, puis de lire le poème de la page 28, après d'ouvrir à la page 9, puis de lire le poème de la page 9. Je veux dire, moi, j'empêche pas personne de faire ce qu'il veut avec mon livre, mais ça reste que d'une page à l'autre, tu sais, il y a des personnages qui reviennent. D'accord. Quand même de se repérer à travers ça. Est-ce que je me trompe ou on peut trouver un certain jeu dans la poésie à relire plusieurs fois un même poème pour essayer de comprendre les sens, justement les liens d'un poème à l'autre? Est-ce que c'est comme ça que tu l'approches toi aussi? Ben oui, ça se fait dans la lenteur, ça c'est sûr et certain. Moi, je lis toujours la poésie dans la lenteur. Des fois, je vais lire un poème, puis là, je me sens pas tout à fait prête à le recevoir. Puis là, je ferme mon livre, puis je le rouvre dans, tu sais, quelques heures après. Il y a vraiment, la poésie, c'est vraiment comme un petit oignon, là, tu sais, on enlève la première couche, là, on voit certaines affaires, on enlève une deuxième couche, on voit d'autres affaires. Fait que moi, c'est comme ça que je conseillerais aux gens d'apprivoiser les recueils de poésie si jamais ça les rend un petit peu nerveux ou s'ils sont pas sûrs, là. Mon livre, en tout cas, il s'accueille bien dans la lenteur. Ça n'empêche pas que vous pouvez le lire en une heure comme ça, là. Ça n'aura peut-être pas le même impact. Mais ça n'aura peut-être pas le même impact, non. Tu es poétesse, tu es aussi artiste multidisciplinaire, je crois qu'on peut dire. Hein? Tu fais de la performance, tu fais de la vidéo. Est-ce que présentement, tu travailles à des prochains projets? Est-ce que tu as des événements à venir? Ouais, ben là, en fait, c'est une nouvelle qui est sortie. Je l'ai pas encore partagée sur mes réseaux, mais je vais être de la Nuit de la poésie à Québec en mars. C'est le 18 mars, si je ne me trompe pas, un samedi soir à la Maison de la littérature. Je vais être également là... Avec ton recueil Une flambée mes mains ou du nouveau stock? Oui, exactement. Je vais avoir une performance là, basée sur mon recueil là, pour cet événement-là. Puis là, vite comme ça, on dirait que je ne me rappelle pas des autres événements où je vais être. Mais on comprend qu'il faut suivre tes réseaux sociaux.
Mais il faut suivre mes réseaux sociaux. Là, la plupart des publications sont publiques, fait que c'est possible de le voir. Fait que ouais, non, c'est ça s'annonce pour être un petit printemps quand même occupé, mais j'essaie de me garder beaucoup d'espace ces temps-ci pour laisser reposer l'écriture, parce que là, tu sais, ça a beaucoup bougé. Oui. Puis j'essaie de faire plus de musique, j'essaie de faire plus, puis évidemment, tu sais, dans ma musique, j'écris mes textes, fait qu'il y a de la poésie qui se ferait à travers ça. J'essaie de faire du montage sonore, j'essaie d'avoir des projets, comme tu parlais, plus multidisciplinaires pour laisser se déposer l'écriture, parce que là, à écrire plusieurs années là, à commande, là, ça vient à un moment donné, ça vient qu'on a beaucoup... ouais, on a sorti tout ce qu'il y avait à sortir, fait que là, je suis en train de me laisser reposer. Là, ouais. Alicia Dufour, on peut se procurer ton recueil à la librairie de Baie-Saint-Paul, à la Malbaie aussi, on peut le trouver? J'imagine que oui. Je pense qu'il y a des gens qui l'ont acheté à la Sinon, Malbaie. sur le site des libraires, on peut le commander. C'est ça. Exact. Il est commandable. Vous pouvez le faire livrer à votre librairie aussi, puis aller le chercher là-bas, c'est possible. Parfait. Mais merci beaucoup, Alicia, puis félicitations pour ta belle année. Merci beaucoup, Lydia. C'est tout pour les actualités TVCO cette semaine. On espère que ça vous a plu. Et au nom de toute l'équipe de TVCO, je vous dis à la prochaine.